Polysécure, épisode spécial CyberEcho. Je suis accompagné de Gabriel. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien bonjour. Premièrement, j'enseigne au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu depuis une dizaine d'années. Puis je suis spécialisé en développement d'applications web. Depuis plus de 20 ans, je fais de la consultation en entreprise, etc. Puis, il y a à peu près 4 ans, j'ai décidé de commencer ma maîtrise en cybersécurité à l'Université de Sherbrooke. Il y a un beau cheminement en cybersécurité. Et puis, dans le cadre de ma formation, j'ai eu la chance, en fait, de pouvoir faire une recherche, de faire un essai. Puis c'est ce que je viens présenter aujourd'hui à CyberEcho. Oui, ben c'est super intéressant, justement. Sans, je vais te laisser le dévoilement complet, mais c'est l'usage de ChatGPT, justement, pour aider le développement sécuritaire au sens large. Je vais te laisser présenter plus davantage ce que c'est, puis notamment la problématique qui a mené à ta recherche. Oui, bien, quand on fait une recherche, quand on fait un essai, un des premiers défis, c'est de trouver un sujet. Puis moi, comme je suis enseignant, je me suis toujours questionné pourquoi les programmeurs font encore des erreurs de sécurité dans le code. Je suis bien placé pour voir, on leur enseigne aux futurs programmeurs les bonnes pratiques, quoi faire, quoi pas faire, puis c'est pas toujours respecté. Fait que j'ai commencé un peu par cet aspect-là pour voir un peu c'est quoi les raisons derrière pourquoi les programmeurs font encore des erreurs de sécurité dans le code. Puis la problématique est arrivée un peu en 3 étapes. C'est-à-dire que la première étape, j'ai lu dans la littérature scientifique, est-ce qu'il y avait des raisons pourquoi les programmeurs se déresponsabilisaient un peu face à la cybersécurité. Puis j'ai trouvé plusieurs articles où j'ai regroupé en fait 3 constats. Le premier constat, c'est que les programmeurs en entreprise cherchent à déléguer. C'est-à-dire que, en entreprise, il y a toujours un processus, il y a toujours quelqu'un d'autre qui va faire la revue de code, qui va trouver à leur place le bobo dans le code. Donc ça, c'est un des premiers constats qui revient souvent. Le deuxième constat, c'est que la cybersécurité passe en deuxième. C'est-à-dire que là, on le sait avec la réalité d'aujourd'hui, là, il y a des budgets, il y a des délais. On essaie de faire nos fonctionnalités rapidement. Puis ce qui est laissé de côté, c'est toutes les bonnes pratiques, c'est tous les éléments de cybersécurité. Fait que ça, c'est le deuxième constat. Puis ensuite, le troisième constat, c'est le manque de connaissances. C'est-à-dire qu'il y a des programmeurs qui ont mentionné dans ces recherches-là que je l'ai vu, l'affaire de sécurité, où il y a des outils qui me l'ont mentionné, mais je ne sais pas quoi faire avec ça. Fait que ça, c'est le premier élément de lecture que j'ai fait pour ma recherche. Puis en voyant ce constat-là, ce que je me suis demandé, c'est il y a des méthodes de développement, il y a des outils qui existent pour aider les programmeurs à pallier un peu à cette lacune-là. Donc, je voulais voir un peu l'état de ça. Est-ce que c'est vraiment efficace, les méthodes qui sont sur le marché en ce moment? Et la première chose que j'ai vérifiée, c'est l'état des revues de code. Donc, les revues de code, là, quand il y a d'autres programmeurs qui analysent le code que tu as fait, donc les modifications, est-ce que ça a été mesuré, ça? Et effectivement, il y a des études qui montrent que lors d'une revue de code, le taux de détection de vulnérabilité est en dessous de 50%. Puis, pire encore, c'est que ceux qui ont réussi à les trouver ne savent pas comment la corriger. Donc ça, c'est l'état de la revue de code. Puis après ça, j'ai regardé l'état au niveau des outils d'analyse statique de sécurité. Et là, c'est encore pire, c'est-à-dire que dans les meilleurs là, de taux de détection, là, ça atteint le 35%, mais je dirais que ça, c'est vraiment dans les meilleurs. Il y a même des études, là, il y en a une qui est particulièrement intéressante, là, où ils ont testé au-dessus de 26 000 vulnérabilités, puis le taux de détection global des outils est autour de 18%. Donc, c'est ultra faible. Et il y a d'autres constats dans ces études-là qui sont sortis. C'est que, par exemple, les outils se concentrent sur certaines catégories. Donc, il y a des catégories où on retrouve des 0%, ils sont vraiment laissés de côté. Puis, le taux de faux positifs est super élevé. C'est-à-dire qu'il y a même des outils, on m'aurait dit qu'ils font un peu exprès, là, ils signalent une ligne sur 2 juste au cas où ils tombent sur une vulnérabilité pour essayer de sortir avec des chiffres plus importants. Mais dans la vie de tous les jours, pour un programmeur, d'avoir autant de faux positifs, à un moment donné, il va arrêter d'utiliser l'outil. Fait que là, ça, c'est la deuxième étape dans mon processus. Fait que les programmeurs, il y a une déresponsabilisation qui est faite. Les outils qui sont là en ce moment aident pas assez. Donc là, la troisième étape, c'est là qui amène vers mon sujet, mais j'ai voulu regarder au niveau du potentiel de l'intelligence artificielle. Puis là, il y a 2 éléments qui sont ressortis de mes lectures. Le premier, c'est que en ce moment, il y a des modèles qui sont ultra performants. Donc, par exemple, pour la détection d'injection SQL, il y a des modèles d'intelligence artificielle qui topent le 98% et plus de taux de détection. Mais c'est des modèles qui sont ultra précis, là, qui ciblent vraiment un type de faille en particulier. Donc, en date d'aujourd'hui, dans la réalité du marché où on a
paquet de technologies, un paquet de vulnérabilités qui est possible, mais ce n'est pas encore au point. Le deuxième élément qui ressort de ces recherches-là en intelligence artificielle, c'est l'utilisation de l'IA générative. Donc, il y a des chercheurs qui ont regardé est-ce que l'IA générative a une bonne compréhension du code. Et il y a un gros potentiel par rapport à ça. Il y a beaucoup d'études qui montrent qu'effectivement, l'IA générative a une excellente compréhension du code. Et en particulier GPT-4 qui accote les 97% de taux de compréhension là, dans le code qui a été envoyé pour la détection. Puis ils ont même testé avec du code qui est obfusqué. On atteint les 87%. Là. Donc, le GPT-4 a vraiment une bonne compréhension du code. Puis, dans les conclusions, c'est que ça pourrait effectivement être utilisé comme analyseur de code. Puis, un peu comme je disais tantôt, mais les programmeurs ont aussi un manque de connaissances. Puis, ce que je trouve intéressant avec l'IA générative, c'est que si ils détectent une faille ou ils analysent notre code, puis qu'on ne comprend pas tout à fait, on peut dialoguer, on peut lui poser des questions, on peut lui demander de reformuler, ce qui en fait aussi un bon outil pédagogique. Oui, je trouve ça très intéressant. Je vais rebondir un peu parce que là tu es parti sur un grand élan. Il y a plusieurs éléments là-dedans que je trouve intéressants. Et tout le volet de déresponsabilisation, je trouve ça très intéressant parce qu'on met beaucoup d'énergie. On a mis dans le passé beaucoup d'énergie en mettant du contrôle qualité, des outils statiques, tout ça. Et au final, ça ne fait que diminuer la responsabilisation du développeur. Donc, lui, il produit du code le plus vite qu'il peut, sans aucune préoccupation, en pensant qu'il y a quelqu'un d'autre qui va arriver au bout de la chaîne pour intercepter les choses que lui, il s'en fout un peu. Oui, tout à fait. Puis, ça a été prouvé dans plusieurs études. Ils ont fait des sondages, ils ont fait des tests. Puis effectivement, même pour les étapes de revue de code, quand on ne leur demande pas de vérifier spécifiquement la sécurité, on tourne à des taux autour d'une 40%, mais même quand on leur rappelle de vérifier pour la sécurité que c'est important, on va chercher des taux un peu plus importants, mais on ne dépasse jamais le 50% parce qu'ils savent que de toute façon, il y a quelqu'un qui va passer après eux, puis mais là, probablement que cette personne-là se dit aussi la même chose. Puis là, ça fait qu'au final, ça se rend en production, puis il y a des failles qui restent dans le système. C'est amusant que l'aspect psychologique et du processus joue contre l'objectif qu'on cherche tous, d'avoir une meilleure sécurité, parce que c'est dans le code. Puis c'est là où le plupart des problèmes vivent jusqu'à présent. J'avais cette intuition-là, mais de l'avoir chiffré et analysé, je trouve ça très intéressant parce que ça va amener une réflexion différente sur comment on va aborder du code sécuritaire et d'arrêter de prendre notre bâton et taper sa tête des développeurs parce que c'est clairement pas le bon chemin. Là. Non, c'est ça. Il faut les accompagner là-dedans. On peut s'attaquer à toutes les étapes du processus et essayer de voir comment on peut améliorer ça à chacune des étapes. Oui, puis ça, là, puis pour rebondir, parce que pour revenir à où tu étais rendu, justement, l'état de ta recherche, c'est comment utiliser justement l'intelligence artificielle pour pallier à ces éléments-là qui font que l'humain se désintéresse ou se désintéresse de ça parce que le processus est là, comme étant à venir un aide qui ne se désintéressera pas parce que la machine étant en ça ne se désintéresse pas pour pouvoir justement l'accompagner plus fortement et de façon plus efficace. Oui, c'est ça. Fait que dans mes lectures, une des dernières lectures que j'ai faites, parlait effectivement de tout ça. Puis il y a des chercheurs, eux, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont voulu tester cette capacité-là, en fait, à ChatGPT d'agir dans une revue de code. Puis eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont programmé des failles de sécurité en PHP. Ils ont suivi le WASP Top 10. Ils ont fait plusieurs vulnérabilités dans chacune des 10 catégories. Et ils ont pris ce code-là, puis ils l'ont envoyé à ChatGPT, mais ils ont aussi fait la même chose avec plusieurs outils d'analyse statique pour pouvoir comparer la différence entre les deux. Puis, au niveau des résultats, on arrive à un taux de détection d'à peu près 65% pour ChatGPT. Puis, le meilleur outil a atteint un taux d'à peu près 35%. Fait que c'est déjà le double de taux de détection. Et là, c'est là que j'ai trouvé ça super intéressant, puis j'ai voulu pousser ça un peu plus loin. Donc, j'ai regardé le code qu'eux avaient fait. Et là, ce que je trouvais comme lacune de cette recherche-là, c'est qu'ils ont fait uniquement le code qui représente la faille. Puis ils ont envoyé ça. Puis moi, je trouve que ça manque de contexte parce que dans un vrai projet, il y a du bruit autour de cette vulnérabilité-là, il y a des fonctionnalités, il y a du code. Donc, c'est là qu'est m'est venue l'idée de tester ça dans un contexte plus réel. Donc, ma recherche, c'est de vérifier est-ce que ChatGPT est en mesure d'avoir un aussi bon taux de détection, mais dans un contexte plus réaliste. Donc là, c'est là que je suis parti.
Puis, ma recherche, en fait, je l'ai faite en plusieurs étapes. La première étape, c'est que j'ai développé un projet de base en PHP, une application standard avec de l'ajout, de la recherche, de l'authentification. Je me suis assuré que cette base-là n'avait pas de faille de sécurité. Puis après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un peu comme les autres chercheurs, c'est-à-dire que j'ai isolé des failles dans le WASP Top 10. J'ai développé des fonctionnalités plus réalistes, comme si j'avais eu un flow de travail normal là, dans une boîte de développeurs. Puis j'ai ajouté dans ces fonctionnalités-là des vulnérabilités de façon volontaire dans ces fonctionnalités-là. Puis là, évidemment, il y a plein de choses à côté là, qui sont exigées dans la recherche, la documentation, etc. Et au final, je me suis ramassé à avoir 86 vulnérabilités différentes que j'ai isolées comme si j'étais un programmeur dans des branches sur Git, etc. Et j'ai envoyé la modification du code, pareil comme dans une revue de code en entreprise. Puis j'ai demandé à ChatGPT, voici ma modification, voici ma fonctionnalité. Est-ce que tu peux faire une revue de code de sécurité? Et j'ai demandé, est-ce que tu trouves une vulnérabilité, peux-tu me donner la ligne, peux-tu me donner la description? Et j'ai aussi demandé de me donner le code CWE de la vulnérabilité. Parce que je trouvais ça intéressant de mesurer ça, parce qu'il y a certains outils d'analyse statique qui le sortent aussi, puis ça donne un cadre pour les programmeurs, pour les professionnels, pour mitiger, pour documenter cette vulnérabilité-là. Donc, j'ai envoyé ça, j'ai documenté ça, puis là, c'est là que j'arrive à mes résultats puis à mes conclusions suite à la récolte de ces informations-là. Je serais très intégré dans la mesure où tu peux le partager parce que pour utiliser ChatGPT ou un autre variante d'intelligence artificielle, il y a parfois, ou en tout cas souvent, de la misère à donner, tu parles du CWE, qui est un bel exemple, à rattacher le bon CWE avec les choses. Souvent, soit ils inventent, ça j'ai déjà vu. Moi, j'ai pas fait des tests avec des CWE, j'ai fait des tests dans d'autres contextes, avec d'autres cadres normatifs, avec des articles spécifiques. Et soit ils m'en inventent, j'ai trouvé ça très drôle, ou il y a des formes où ils les appliquent à un mauvais endroit. Toi, est-ce que ça donnait un résultat qui était quand même avec un potentiel intéressant? Mais je confirme que j'ai eu les mêmes difficultés que toi. Donc, effectivement, moi aussi, des fois, il a inventé. En fait, il a repris des mots qu'il y avait dans plusieurs codes CWE, puis il a remonté une phrase. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de demander. Fait que ça explique aussi pourquoi mes résultats, je les ai libellés de trois façons. Fait que j'ai identifié la vulnérabilité comme étant trouvée quand ChatGPT a trouvé la ligne dans le code, m'a donné la bonne description, qui m'a donné le bon code CWE. Le deuxième, c'est que j'ai libellé partiellement trouvé, c'est que là, il a été capable de le trouver dans le code, il m'a donné la bonne description, mais il ne m'a pas donné le bon code CWE. C'est là que ça devient intéressant parce que les libellés qui sont trouvés avec le bon code CWE, c'est assez faible. Je tourne autour de 17%. En fait, j'ai fait 2 essais pour voir la différence entre les 2 essais. Fait 17% et 19%, ce qui est plutôt faible. Mais quand j'ajoute ceux où il ne m'a pas donné le bon code CWE, mais tout de même trouver la faille de sécurité, combiné au total, j'arrive autour de 56% de taux de détection. Fait une des conclusions que j'ai dans cette recherche-là, c'est que si pour l'entreprise, le code CWE a une importance, je pense qu'on n'est pas prêt. On n'est pas encore rendu là. Par contre, si l'objectif, c'est, lors d'une revue de code, d'aider les programmeurs à détecter certaines failles, bien là, à 55% et plus, 56%, bien, on est meilleur que les revues de code standards, puis on est meilleur que les outils d'analyse statique en date d'aujourd'hui. Fait que ça, je trouvais ça déjà super intéressant. Puis suite à ça, bien, je me suis noté d'autres éléments qui pourraient être intéressants à pousser là, dans de futures recherches parce que je pense qu'on peut améliorer le processus. On peut aussi, on parlait tantôt du code CWE, je pense qu'on peut améliorer aussi cette classification-là. Une chose que, je dérive un peu, mais une chose que j'ai trouvée dans ces codes de CWE, c'est que la documentation entre les codes est vraiment différente. Il y en a qui c'est étoffé, il y a un paquet d'exemples, mais il y en a où c'est flou. Il y a des exemples de codes, mais qui sont repris dans d'autres codes CWE. Puis même moi, quand je suis arrivé pour les programmer, il a fallu que je lise plusieurs fois, que je m'informe aussi à côté parce que la documentation n'est pas bien faite. Mais là, je me mets du côté de l'intelligence artificielle qui s'alimente de ça. Ben, je comprends qu'elle soit mélangée parce que je trouve que cette classification-là pourrait être améliorée. Fait que ça, c'est une des pistes là, parmi d'autres là, que j'ai. C'est très intéressant. Puis je trouve ça, l'axe justement des CWE est très intéressant. Et effectivement, je suis d'accord avec toi parce que dans un des cours que je donne, j'ai, je pense le top 10 des CWE juste pour
mettre dans l'imaginaire des étudiants les problèmes les plus courants, donc ce qui doivent être attentifs le plus pour réduire l'état de réduire en tout cas les vulnérabilités qu'ils vont trouver dans le code. Mais en même temps, puis ça, j'avais puis c'est super il est super obscur. Là, je suis au même constat que toi. Même le top 10, des fois, c'est pour quelqu'un qui commence en développement, on a plus tôt des pertes que d'améliorer quelque chose. L'exemple que moi j'avais utilisé, c'était dans d'autres normatifs un peu moins dans cet axe-là. Puis même encore là, il rencontre les mêmes problèmes. Fait que c'est comme si il y avait, en tout cas, à ma compréhension, le ChatGPT avait de la misère à faire un sens d'un cadre normatif comme on le vit. As-tu envisagé d'utiliser plus un modèle RAG, c'est-à-dire un GPT personnalisé qui est vraiment appuyé plus fortement dans lequel tu vas le guider, ou à ce stade-ci, tu es vraiment juste, on y va vanille avec ChatGPT? Ouais, ben c'est vraiment un premier pas. Donc là, moi, pourquoi j'ai choisi ChatGPT avec GPT-4, c'est suite aux études qui avaient mesuré le taux de compréhension. Puis GPT-4 sortait tellement grand gagnant de ça que juste pour commencer, ben, j'ai voulu y aller avec ça. Mais effectivement, d'avoir des modèles qui sont entraînés spécifiquement puis qui sont plus travaillés, je pense que ça peut être intéressant aussi à regarder éventuellement. Et t'as-tu, parce que là, tu as mentionné que tu avais 3 critères, c'est de trouver le bug, donner la bonne description, puis trouver le CWE. Juste trouver le bug sans la bonne description, est-ce que tu as des résultats par rapport à ça? Parce que peut-être que trouver, mais il n'est pas jusqu'à capable de ne pas le décrire correctement. Oui, ben habituellement, quand il trouve la ligne, il est capable de le décrire. Donc, j'ai pas vu vraiment de tendance où la ligne était bonne, mais pas la bonne description. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, je pense que pour aider un programmeur, ça l'amène déjà à bonne place dans le code. Puis même si la description est semi-claire, ben, au moins il sait qu'il y a quelque chose là à aller chercher. Tu sais. Fait que ça, je pense que déjà, c'est un bon pas. Là. Est-ce qu'à l'inverse, est-ce que taguer du code qui était sain ou sans vulnérabilité comme étant vulnérable? Est-ce que ce niveau-là aussi a été analysé? Oui, ben ça, en fait, c'est pas une lacune du protocole, mais une chose que je me suis rendu compte, c'est que vu que j'envoie juste la modification à ChatGPT, des fois, il prenait des raccourcis ou en fait, il prenait des suppositions en me disant, ben là, cette fonction-là, j'ai l'impression qu'il y a une faille de sécurité, il me donnait un code, puis tout ça, mais c'est parce qu'il n'y avait pas accès à la définition de cette fonction-là, parce que ça ne faisait pas partie de ma modification, ça faisait partie du code de base. Donc, un des éléments que je pense qui pourrait être intéressant aussi, c'est de voir comment on peut améliorer le processus pour y fournir un contexte minimum. Est-ce que, par exemple, on pourrait y envoyer le projet de base au complet, puis après ça, lui poser des questions juste pour qu'il y ait la définition de l'ensemble des fonctions. Bref, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, mais le taux de faux positifs que moi j'ai, essentiellement, c'est presque toujours lié à des cas comme ça, où ChatGPT n'a pas été en mesure de vraiment aller voir dans certaines fonctions. Fait que c'était plus des avertissements qu'il me donnait parce qu'il ne pouvait pas le conclure, mais je les ai quand même considérés comme étant des faux positifs. Ouais, c'est intéressant parce que c'est les deux aspects aussi, étant donné du moins dans l'espace public, on dit beaucoup que l'AI a tendance à halluciner, donc c'est de voir à quel point il est capable de ce genre de choses-là. Fait que c'est intéressant de le voir évoluer. Le second volet de ton étude, c'est justement l'accompagnement du développeur. Une fois que la faille est trouvée, comment on aide le développeur qui n'a pas nécessairement le bon CWE ou qui n'a pas nécessairement la connaissance ou ça à acheminer. Ouais, ben là, ça, c'est plein de bonnes idées pour des recherches futures, mais ce que j'aimerais aussi faire ensuite, une fois qu'on a peaufiné le processus, puis il faut aussi s'assurer que, bon, il a détecté, mais si le programmeur a des lacunes, il sait pas puis il pose des questions, est-ce que ChatGPT, il donne les bonnes informations? Est-ce qu'il lui donne des trucs qui sont pertinents, qui va l'amener à corriger? Puis encore là, ben, on pourrait, par exemple, se servir du CWE parce que dans la documentation, il y a des étapes pour mitiger. Puis tout ça, on pourrait essayer de voir est-ce qu'il est en mesure de proposer les mêmes correctifs. Fait que ça pourrait être effectivement intéressant pour conclure tout ça, puis éventuellement packager ça dans un flow de travail ou un pipeline de développement plus réaliste. Oui, qui va justement aider les développeurs à progresser plus loin. Ouais. On a fait un tour de ta recherche. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu aimerais qu'on discute? Peut-être de parler de l'OASP parce que je me suis rendu compte dans mes résultats, donc vu que j'ai fait plusieurs vulnérabilités dans le top 10,
je me suis rendu compte qu'il y a certains types de catégories où la détection est vraiment plus faible. Fait qu'il y a des catégories où on a une signature dans le code particulière qui fait en sorte que c'est facile à détecter pour un outil. Mais on a certaines catégories, dont une qui est sortie en 2021, là, qui fait par rapport au code, au design insécure. Là. Puis cette catégorie-là, ChatGPT a vraiment de la difficulté à détecter parce que ça nécessite un contexte, ça nécessite une compréhension. C'est pas juste un pattern dans le code, ça demande de maîtriser l'ensemble de l'application puis tout ça. Puis aussi, ce que je me suis rendu compte, c'est que les catégories WASP qui parlent d'une absence de quelque chose, ChatGPT a de la difficulté à détecter des absences de quelque chose. Donc, les catégories qui parlent d'absence de log, mais il y a toujours plus de difficultés parce que c'est pas quelque chose qu'il peut constater. Il faut qu'il se rende compte de quelque chose qui n'existe pas. Donc, ça, il y a plus de difficultés à les détecter. Puis l'autre chose aussi par rapport à ChatGPT qui serait aussi intéressant de tester, c'est le fait que ChatGPT est non déterministe, c'est-à-dire que tu peux poser la même question 2 fois puis il ne va pas te répondre la même chose. Puis là, moi, j'ai fait 2 fois mon test, puis j'arrive pas au même pourcentage. Puis je pense que sur le marché du travail, il faut que ça soit un peu plus rigoureux. Puis encore là, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites. Il y a, quand on utilise l'API de GPT, on peut utiliser un paramètre qui s'appelle un paramètre de température pour pouvoir baisser le niveau d'aléatoire. Parce qu'eux, ils ont fait exprès parce que pour converser, d'avoir ce petit niveau-là d'aléatoire, c'est plus intéressant, c'est plus pertinent. Mais dans des cas comme je souhaite faire avec des outils où on va avoir une rigueur, avoir une constance, on pourrait essayer de baisser ce niveau de température-là. Bref, il y a plein de possibilités, il y a plein d'autres éléments que si certains partenaires, entreprises, universités sont intéressés, je pense qu'il y a vraiment plein d'ouvertures là, pour pouvoir pousser ça un peu plus loin. Là. C'est très intéressant. Puis là, j'ai beaucoup aimé le volet sur l'incapacité de détecter l'absence. Ouais. Comment tu as validé cet aspect-là? Puis est-ce que tu as une piste de solution justement pour renverser cette lacune-là de ChatGPT? Pour le voir, évidemment, c'est en récoltant mes vulnérabilités, je les ai classées avec le code CW, avec les différentes catégories WASP. Fait que je le vois, dans certaines catégories, c'est vraiment plus bas. Puis le nom puis la description parlent d'absence. Puis ce que j'ai essayé pour voir si je pouvais améliorer ça, je me suis rendu compte que si on lui posait des questions plus précises, là, quasiment directement, il demandait est-ce qu'il manque telle affaire. Il me dit aller dans plus frais. Là, il est capable d'aller chercher cette lacune-là. Mais si on ne lui donne pas de précision, on fait juste lui demander de façon générale, peux-tu me dire s'il y a des vulnérabilités? Mais là, il y a la difficulté à détecter ces absences-là. Fait que pour aider dans ces catégories-là, je pense qu'il pourrait être intéressant de tester, c'est de voir est-ce qu'on peut lui poser un paquet de questions plus précises, puis récolter comme l'ensemble, puis en faire un résultat global. Fait que ça, je pense qu'on viendrait aider pour les lacunes où il y a une absence, parce qu'on le dirige, on l'aide, on l'amène vers vérifier un truc qui n'existe pas. Là. Super intéressant. Je te remercie énormément de ton temps et sur ce partage-là et justement d'avoir cette recherche-là justement pour nous amener plus loin parce que je pense qu'on en a vraiment besoin. Puis j'espère que ta présentation va bien se passer demain. Merci, c'est moi qui te remercie. À bientôt.